L'année 2024, le marché va tester ce qu'on appelle la mesure de l'attention. Donc on va réintroduire des critères d'attention, c'est être capable de mesurer finalement la qualité de la relation d'audience parce que les critères historiques de la pub programmatique ne suffisaient pas. Donc ça, c'est un des enjeux de 2024 qui intéresse beaucoup l'audiovisuel, mais comme on peut plus mesurer avec les cookies qui disparaissent et tout ça, la mesure de l'attention est peut-être en train de devenir un nouveau métrique qui va s'imposer à tout le monde. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode un peu spécial, les tendances 2024. J'ai le plaisir d'accueillir pour en parler, non pas un, mais deux invités pour parler de ces tendances médias et perspectives pour l'année 2024. Il est encore temps de parler de tout ça puisqu'on est encore en janvier, donc c'est la règle, jusqu'à fin janvier, on a le droit. J'accueille donc à mes côtés Alice Antôme. Entre autres responsabilités, tu es directrice de l'école de journalisme de Sciences Po et correspondante du Reuters Institute. Donc, on a eu l'occasion déjà de t'avoir sur Mediarama. Je suis ravi de te retrouver. Bonjour, François. Merci, bonjour Alice. Et Emmanuel Parodi, qu'on connaît aussi un peu chez Mediarama. Tu es le secrétaire général du GEST et analyste média. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette François. invitation. Alors, avant de passer aux prédictions, peut-être petit icebreaker pour me dire s'il y a un souvenir, une chose, un fait marquant de 2023 que vous voudriez partager. On commence peut-être par toi, Alice. Qu'est-ce que tu retiens de 2023 ? Moi, je retiens deux choses. La première, c'est qu'on a changé d'air. Et là, on peut vraiment en être sûr. Avant, on pensait qu'on était en temps de paix et on apprenait à faire de l'information en temps de paix. Et là, on ne l'est plus. On est en zone de conflit en France, à l'international. Ouais. C'est pas très gai. Non, mais on a basculé. C'est marquant. La deuxième chose, moi, qui m'a beaucoup intéressée, c'est pas un fait, mais c'est une stratégie du New York Times pour essayer de restaurer la confiance entre les journalistes et le public en présentant différemment la biographie de leurs reporters. Et ils ont fait un énorme effort pour ne pas mettre seulement le prénom et le nom de leurs journalistes, mais vraiment muscler toute la biographie en disant « voilà ce qu'ils couvrent, voilà leur background, donc d'où ils viennent, d'où ils parlent ». Et leur cadre éthique. Qu'est-ce qu'ils acceptent de Propre faire ? À chacun. Qu'est-ce qu'ils n'acceptent pas de faire ? Par exemple, relecture d'interviews, oui, non. Est-ce qu'ils vont à des press junkets, oui, non. Et tout ça est développé. Et donc, c'est pas une révolution, mais je trouve que c'est une tentative intéressante de mieux incarner, de rendre plus humain le lien et d'individualiser finalement chaque journaliste face à ses audiences. Oui, ce n'est plus que la rédaction. Donc, c'est vrai que ça, c'est intéressant. Je ne sais pas quel impact ça a, mais c'est vrai que c'est quelque chose de marquant, d'intéressant. Merci Alice. Emmanuel, toi, 2023, qu'est-ce que tu retiens ? Qu'est-ce qui t'a marqué cette année ? Bah, écoute, comme truc symbolique, tu sais qu'on parle depuis des années de transition numérique dans la presse. Et là, pour la première fois, il y a quelques grands sites de presse, il y a Le Monde, je crois qu'il y a Le Figaro, Les Échos, qui ont annoncé que, ça y est, leurs revenus numériques dépassaient ceux du papier, alors en termes d'abonnement, etc. Ce qui est un peu ce qu'on attendait depuis 20 ans, ça y est, on cherche à faire depuis. On voit le bout du tunnel. Alors, ça veut pas dire que toute la presse a basculé, mais en tout cas pour moi, alors d'ailleurs, ça aurait dû être, à mon avis, au centre de la discussion des États généraux, et je suis pas si sûr que ça tourne dans ce sens-là, mais ça veut dire que le centre de gravité, ça y est, il vient de basculer, ça veut dire que l'avenir, il y a rien de nouveau dans le numérique, mais l'avenir se pense en numérique, et je dirais, voilà, le centre de gravité vient de passer de l'autre côté, et tout en découle, c'est-à-dire que toutes les discussions là qu'il y a aux États généraux en découlent, la question des aides, la question de retrouver un modèle économique, même si encore une fois les termes sont pas nouveaux, le fait de se dire que notre avenir est à 90% de ce côté-là, ça change complètement. Et finalement, bah, c'est en 2023 que la bascule. Alors la bascule. En tout cas, les premiers grands acteurs l'ont annoncé.
pas encore, loin de là, le reste de la presse. Non. Mais voilà. Mais donc c'est un quand point même de une bascule tendance. en 2023. Ouais. Voilà, absolument. Le centre d'attention était déjà là, maintenant c'est le centre de gravité quelque part en termes de Au sens revenus. modèle économique, c'est-à-dire le lourd. C'est-à-dire que oui, l'avenir, le lectorat se cherche là, les recrutements des abonnements se cherchent là, et le modèle économique se cherche là. Ce qui est pas simple. Alors après, il y a justement, c'est de ça dont on parle. Les problèmes ne font que commencer, mais ça veut dire que voilà, l'écosystème est celui du numérique, y compris en télé. Mais en télé, ça va être 2024, l'année de la bascule numérique, en fait. La grande bascule, c'est là maintenant où la télé va être considérée dans la même ligne que les Netflix, etc., d'un point de vue publicitaire. Et donc, en fait, 2024, c'est l'audiovisuel qui va connaître le chambardement. Donc toi, t'anticipes, ça y est, je te parle de 2023, mais t'es déjà dans 2024. Oui, c'est la bascule. Ce qui prouve que là, on est au bout d'un tunnel et le début d'un nouveau. Changement d'air aussi. Ouais, complètement. Top. On va parler d'abord d'innovation éditoriale. Il y aura des innovations techno. On va parler évidemment aussi beaucoup d'IA, mais sur l'innovation éditoriale, Alice, tu voulais parler de la couverture des enjeux climatiques. C'est un sujet qui est important, dont on a beaucoup parlé ces années. Qu'est-ce qui va changer en 2024 sur quelle innovation on peut miser? C'est déjà presque plus une innovation, mais alors je prends ma petite casquette de directrice d'école de journalisme. Ouais. À Sciences Po, c'est vrai qu'on considère qu'on peut plus être journaliste aujourd'hui et démarrer dans cette fonction sans avoir un seuil minimal à la fois de connaissance de la politique de la Terre, mais du point de vue presque universitaire, et ensuite la façon de couvrir ces enjeux quand on est un journaliste avec plusieurs formats et comment on les rend intelligibles avec plusieurs niveaux de lecture en fonction de la connaissance du public de ces sujets sur des sites d'infos et autres types de médias. C'est hyper important parce que il y a 3 ans, finalement, on se disait « Ah, on va construire des services planètes dans les rédactions. » Et puis, comme le service politique, il y aura un service planète, un service environnement. Une rubrique, voilà. C'était un service. Un cahier numérique. Voilà. Ouais. Et ça rassurait peut-être. Et peut-être que c'était nécessaire de commencer par là, puisqu'il y avait sans doute pas assez de journalistes formés pour pouvoir avoir une vision plus transversale. Mais l'enjeu, c'est pas d'avoir un service planète. C'est bien au-delà, parce que planète, c'est un peu comme l'économie, c'est partout. Planète ou climat. Comme le numérique à l'époque. Exactement. C'est partout. Il faut que ça soit en politique, en international, en société, en éducation. Et donc, on voit bien que la transversalité des compétences va être nécessaire et l'est déjà dans les rédactions. Donc, on va aller jusqu'à une organisation quand même qui va être non spécifique à un service. Et pourtant, il y a quand même de plus... Alors, je sais pas, c'est peut-être pas forcément contradictoire, mais pas mal de médias spécialisés qui se lancent là-dessus. Je crois qu'il y a les Échos qui annonçaient le lancement d'un média spécialisé là-dessus. Ça a quand même encore un intérêt d'être vraiment spécialisé, alors que c'est maintenant partout et transversal. Alors, c'est comme les transformations numériques. Les transformations environnementales nécessitent des étapes. Donc, peut-être que c'est une première étape d'avoir un média spécifique ou un service spécifique le chemin. Qui ouvre effectivement la voie. Et puis, plus tard, ça dépend un peu du rythme de transformation. Alors, ça sera plus transversal, comme on l'a connu il y a quelques années pour le numérique. Tu as des exemples de médias ou d'organisations qui, justement, elles sont très en avance ou montrent un peu la voie sur cette transversalité, le traitement du changement climatique? Le Monde, en vrai, ils ont vraiment considéré la question. Ils forment l'ensemble de leur rédaction à ces questions. Ils développent des formats qui ne sont pas que au sein du service Planète, je crois que ça s'appelle. Donc oui, je dirais qu'en tout cas en France, on peut particulièrement regarder ça. Ils ont une newsletter, un podcast. Et des conférences, si je me souviens bien, qui sont sur le sujet et avec plusieurs niveaux de lecture, niveau peut-être néophyte et expert pour tout leur public. Le Monde, effectivement, ils sont pas mal en avance là-dessus. Sur ce sujet-là, toi, Emmanuel, changement climatique, je sais pas si c'est pas forcément ton cœur de rêve. Non, c'est pas ma spécialité, mais moi, je travaille essentiellement sur les modèles économiques de la presse ou de la publicité. On l'appellerait autrement, c'est le RSE. C'est le sujet, c'est inclus dans les sujets RSE, ce qui veut dire que, qu'on le veuille ou non, tous les acteurs de la publicité sont obligés de démontrer qu'ils améliorent l'impact carbone, etc. Alors par contre, moi à titre personnel, je suis très partagé sur tout ce qu'on lit et tout ce qu'on voit. Pas sur le principe général qu'il faut faire quelque chose, mais sur le fait que
surtout pas. Mais d'ailleurs, j'en ai jamais croisé. J'ai de la chance, j'en ai jamais croisé. En revanche, le principe de calculer je vis là dans un monde où tout le monde parle de calculer de carbone, etc. C'est un enfer. Le Monde vient de publier son empreinte carbone, etc., de manière très transparente. Et en fait, on est allé un peu vite parce que dans les méthodes de calcul, il y a des choses qui vont pas, surtout en numérique. Il y a des calculs qui sont faux et qui sont quand même utilisés par tout le marché. Moi, j'interviens aussi comme expert pour le ministère de la Culture sur l'étude des dossiers de demande de sub sur lesquels il y a ces critères-là qui peuvent influer. Qui peuvent influer. Et il y a quand même un souci qu'on est allé très vite sur les calculs typiquement d'impact carbone du numérique. Et on est arrivé à des aberrations. Alors, dans le domaine de la publicité, j'en parle même pas. C'est-à-dire qu'on va faire que des pubs pour des SUV vont être green et vont démontrer qu'elles ont économisé 30% d'impact carbone. Mais comme disait un publicitaire en off une fois, mais en fait, il faudrait rajouter l'impact carbone des achats et des ventes suscités par la publicité dans l'empreinte. Ce qui supprime totalement. Donc en fait, c'est ce que j'appelle les injonctions contradictoires. Et en fait, dans les domaines un peu B2B, c'est ça le problème. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord avec l'objectif final, mais en France, on est très cartésien. Et en ce moment, tout le monde est englué dans des choses qui sont insignifiantes, mais personne n'ose le dire. C'est-à-dire que moi, je me demandais jusqu'à quel point il fallait pas mettre des seuils. C'est dire, même la presse, tu vois, on parle de fabrication, je sais plus comment on dit, l'éco-conception des sites, etc., qui en général ont un impact absolument infime. Ouais, mais tu vois, nous, en tant qu'agence, on nous le demande. Et ben voilà, dans les appels d'offres, des critères, il faut qu'on puisse montrer ce qu'on va faire. Je suis content pour toi, mais quand je vois les efforts et la dispersion d'énergie à l'intérieur des boîtes pour des choses qui sont objectivement insignifiantes, voire sans impact, c'est que là, je te parle de choses où l'impact carbone des gens qui participent au projet est supérieur au gain de carbone à la fin. Et ça, plus personne n'ose le dire, parce que quand tu es dans la pub, tu sais que ça va être inaudible si tu te mets à te plaindre d'un impact. Mais d'un point de vue journalistique, ce qui m'embête, c'est en fait, voilà, on n'est plus dans le militantisme, il va falloir faire le tri dans les arguments. Et toi, tu citais Le Monde. Moi, je trouve dans les nouveautés qu'il y a eu sur ces sujets-là, j'aime beaucoup ce que fait Nabil Wakim. J'appelle ça le journalisme apaisé. Au-delà des arguments militants, il pose les bonnes questions. Et c'est ça qui manquait, je dirais, sur les 10 dernières années, où quand on s'intéresse à ces sujets, on oscille entre une approche très militante ou une approche peut-être sceptique, on va dire, qui était tout aussi discutable. Et moi, j'étais un peu énervé au bout d'un moment de jamais entendre, tu vois, sur les bassines, sur les éoliennes, les bons arguments. Il fallait, on les retrouvait pas sur le même article ou dans le même média, etc. Ouais. Et je pense que l'enjeu là maintenant, c'est effectivement de former les journalistes, mais oser poser les bonnes questions, de pas découvrir ailleurs que, tu vois, les méga bassines, c'est super, mais tout le monde pense que l'eau est pompée dans les rivières, et quand tu découvres que c'est pompé dans les nappes phréatiques, c'est pas la même question. Donc là, c'est une question de quoi? C'est de mieux former les étudiants journalistes à poser les bonnes questions. Oui. Et à connaître. Et à connaître les sujets, c'est ça. C'est quand même assez complexe. Ça regroupe de l'énergie, de l'économie, de la politique, de l'international, de la régulation. Et ça, vous pouvez l'inclure dans les programmes, justement? On l'a fait. Vous l'avez fait? Mais c'est compliqué à mettre en place. Quand on s'attaque au sujet, et c'est comme quand on s'attaque au numérique, qu'on se dit, en fait, il faut comprendre le fonctionnement d'un algorithme, il faut comprendre l'économie des business modèles de l'info et du numérique. En fait, c'est pas un petit morceau, donc c'est beaucoup d'heures. Et puis, à chaque fois que tu commences à tirer le fil de la pelote, tu dis, il faudrait aussi ça pour être complet. Et donc, rien que la maîtrise des connaissances, je parle même pas de produire de l'information là-dessus, rien que la maîtrise des connaissances, ça demande un paquet non négligeable d'heures. Oui, et ce sont des arbitrages que tu dois faire dans le programme, etc. Bien sûr, puisque à part les empêcher de dormir, ce qui n'est quand même pas notre objectif, il va falloir effectivement faire des choix. D'accord, mais donc c'est pris en compte et ça répondrait effectivement à ce souci peut-être de manque de connaissances. Le débat contradictoire suffit plus. Si tu veux, de mettre deux gens opposés et les faire parler, ça suffit plus. Tu parles les agriculteurs, là, ils sont sur le terrain. Il faut comprendre le besoin économique de l'agriculteur. C'est pas juste lui dire qu'il faut cultiver comme ça, il y a plus d'entrants. Le gars, il dit, je mets quoi moi, quand je lis un article, si j'étais agriculteur, je voudrais le journaliste, il aille jusqu'au bout et démontrer que, quand on parle de permaculture, pas découvrir à la fin qu'il faut 200 personnes pour, tout ça est super, mais il faut désherber à la main. Et j'ai besoin de 200 personnes, alors que je les ai même pas pour choper mes abricots. Ouais, voilà, au mois de mai. Donc, je veux que le journaliste, il se pose des questions, finalement assez simples, basiques. Voilà. Donc,
tu vois, moi, c'est ça, l'enjeu pour moi, c'est D'aller de plus répondre loin. à des questions un peu plus fines, à partir du moment où on n'est plus dans l'opinion. Tu as vu des médias qui le font bien, qui traitent bien de ces sujets-là, qui posent les bonnes questions, enfin, qui se posent les bonnes questions? Alors, je dis, Nabil Wakim, pour D'accord. moi, c'est pas une révélation, mais je trouve que sa manière de le faire, le ton, etc., est pas mal. Je trouve que ce que fait France 5 avec toutes les séries d'émissions, c'est médiatique, Ouais, etc. ouais. Je trouve qu'ils ont apporté un ton en télé qui est pas mal. Dans les nouveaux médias, puisque j'en vois pas mal passer, il y en a beaucoup qui sont très militants et je considère que c'est plutôt un problème. Les Verts, les Mais il y a le Vert Média Ouais. que je trouve pas mal, qui a surgi, en tout cas, fait partie de ces petits médias, mais qui ont surgi, qui sont hyper spécialisés. Donc là, comme ça, voilà, je te cite à la louche, voilà. Top. Autre innovation, alors innovation, en tout cas, tendances qui sont fortes et je voulais avoir votre avis là-dessus. Inclusivité et accessibilité, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Alors, l'accessibilité, nous aussi, on nous le demande de plus en plus et l'inclusivité, je voulais en parler parce que j'avais vu donc en décembre l'association pour les femmes dans les médias qui a publié un rapport sur les secteurs donc culturels et médiatiques et on est encore mauvais élèves en matière de discrimination en France. Sur un échantillon de 6000 personnes, 79% des répondants constatent des phénomènes de discrimination dans le secteur de la culture et des médias et un chiffre qui monte à 90% pour les femmes issues de la diversité qui subissent donc la double peine. Ça va être une tendance dans les médias en 2024, plus d'inclusivité, alors que ce soit en interne pour le staff ou aussi dans la manière d'écrire, etc. Est-ce que pour vous, c'est une tendance forte? Je crois pas que ce soit une tendance. Je vais donner un pourcentage. Dans l'enseignement supérieur, 60% des étudiants sont des étudiantes. Ouais. Mais ensuite, quand tu vas dans les secteurs professionnels, tu vas retrouver ces femmes qui sont éduquées, etc. Donc, tu auras normalement une surreprésentation des femmes, en tout cas, par exemple, pour l'école de journalisme. Mais la question, c'est de savoir à quelle fonction. Qui, par exemple, est entrepreneur de l'info et crée sa start-up de l'info? Les femmes, les hommes, est-ce qu'il y a des aides qui sont en faveur de ces deux sexes? Qui est en responsabilité d'équipe? Et quand on regarde exactement, par exemple, les chiffres de la commission de la carte de presse, qui attribue presque 35 000 cartes de presse chaque année, sur les fonctions dirigeantes dans les rédactions, il y a plus d'hommes que de femmes, alors que dans les recrutements et en tout cas les plus jeunes qui arrivent sur le marché du travail, il y a davantage de femmes. Donc effectivement, il y a un vrai sujet à adresser. Alors, comment on y répond? C'est très simple. Nous, on fait désormais des ateliers obligatoires pour apprendre à parler argent, parler de l'égalité femmes-hommes. Et c'est mixte, effectivement, puisqu'il faut que tout le monde puisse s'entraider sur cette question. Partage des rémunérations et puis savoir ce qu'on vaut et ce qu'on peut demander. Comment négocier. Et comment en parler, voilà. Comment en parler. C'est sûr que si on n'en parle pas, on a le minimum. Et donc, voilà pourquoi il nous semble que c'est vraiment des aides à l'insertion professionnelle essentielles. Ouais, et voilà. Donc, je pense que c'est un sujet dont je voulais parler. Il y a aussi l'accessibilité qui découle un petit peu de l'inclusivité, avec une reconnaissance croissante de l'importance justement de cette inclusivité. Les éditeurs investissent davantage dans les fonctionnalités d'accessibilité sur les sites, garantissant que le contenu est utilisable par les personnes handicapées. Et j'ai vu la BBC qui notamment met beaucoup de ses contenus disponibles avec les sous-titres, langue des signes, et des compatibilités des différents lecteurs. Est-ce que pour vous c'est une tendance et on va aller vers plus d'accessibilité? Manuel, ça te parle ça? Alors moi, une tendance, on en parle depuis toujours. On en parle depuis toujours. Est-ce que tu sens que ça devient un peu plus en force? Je pense le problème, il faut le dire clairement, les investissements pour les éditeurs pour le faire, il n'y avait pas de retour sur investissement. Et c'est ça le vrai frein. Tout le monde était disposé à faire des efforts. Mais en réalité, à part le service public, vu que globalement les médias perdent de l'argent, etc., c'est très difficile alors le service public a pris sur lui de faire vraiment des efforts, mais le vrai frein, parce que c'est pas des modes, mais il y a rien de nouveau, c'était ça. Il y avait un frein économique avec des coûts techniques élevés, même si tout le monde sur le fond était d'accord. Ce qui va changer, je pense, la donne, c'est justement là avec l'IA. Ça décuple les possibilités d'automatiser des modifications, des changements, des créations de features sur les sites qui auparavant étaient peut-être des investissements qui étaient au-delà des capacités des petits sites ou de moyenne taille. Donc là, je pense qu'il va y avoir du changement. Mais moi, j'ai tout vu après en 30 ans, le braille, le clavier.
Et le problème, c'est qu'au moment où après il faut le faire, ça ne satisfaisait jamais tout le monde. C'était des investissements qui étaient hors focus. Ouais, donc il n'y a que le service public qui réellement pouvait le faire. Donc je pense qu'il faut en discuter, il faut se poser la question du retour sur investissement. Mais je pense que c'est l'IA qui va changer ça en permettant d'automatiser beaucoup de choses qui vont aller dans ce sens-là. Eh ben, on va parler d'IA, justement, passer un peu sur le volet technologique, des innovations technologiques sur l'IA. Je te regarde, Alice, parce qu'évidemment, bon, on en a beaucoup parlé sur Mediarman, on en a beaucoup parlé tout court en 2023. Tous les deux, vous me citiez l'IA comme la grande innovation 2024. Est-ce que vous pensez pas que la hype va redescendre? Parce que je sais pas, je jette ça, mais c'est vrai qu'un an et quelques après, qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours, la hype est toujours là, avant qu'on rentre un peu dans le détail de tout ce que ça peut faire. Alice? La hype, en fait, pour le grand public, effectivement, elle est depuis novembre 2022 au moment du lancement de ChatGPT, mais en réalité, ça fait quand même des années qu'elle existe. Ouais. Simplement, on la nommait pas comme telle, mais c'est vraiment, enfin, ça fait des années qu'on a des bots, qu'on a des contenus générés automatiquement, y compris sur des sites d'infos. Et donc, on fait avec. Parfois, on est même à l'offensive sur la production de contenu. Je prends des vieux exemples qui datent, mais je me souviens, pour les élections municipales, il y a des années, je me souviens d'un bot fait par France Info et un autre fait par Le Monde pour que dans votre localité, vous ayez directement les résultats. Sur X, à l'époque Twitter. C'était un bot qui produisait du contenu généré. Ouais. Forbes l'a fait pour les résultats financiers des entreprises, mais encore une fois, c'était il y a 10 ans. Donc voilà, là on est passé dans une accélération et à la fois il y a des contenus synthétiques, du prédictif, du génératif. Enfin, si ça vous amuse, vous pouvez prendre un petit cours à Sciences Po pour comprendre les différentes catégories. Mais en vrai, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Quelles limites on se fixe en termes d'infos? Pourquoi on l'utilise? Emmanuel, tu parlais effectivement de développement technique qui peuvent être automatisés. Ça peut être des résumés d'articles, ça peut être des contenus audio, des traductions de vidéos. Tout ça, c'est déjà très déjà en production efficient. Voilà. Déjà chez pas mal de médias. Après, est-ce qu'on va jusqu'à effectivement laisser la main de contenu d'information avec de l'édition assurée par de l'IA? Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet et ça fait partie des discussions majeures qu'une rédaction doit avoir et avec laquelle elle doit être en transparence avec son audience. D'accord, donc c'est pas une hype parce que c'est là depuis des années et c'est déjà en production. Mais ça va plus vite. Et ça va plus vite. Et ça, c'est plus massif. Ouais. Emmanuel. Oui. C'est-à-dire que là, alors, il y a quand même un effet hype parce qu'on a découvert, en fait, les grands systèmes de langage, comme on dit, et surtout, ce qu'on appelle l'IA générative. Que tout un chacun peut tester. Voilà. C'est-à-dire que tout d'un coup, on fait un résumé d'un document de 200 pages, on génère des articles entiers, etc. Donc, il y a quand même un choc. Mais, là, on va rentrer dans la phase de désillusion. Je pense qu'on y est déjà un petit peu parce que tout le monde est en train de tester. C'est clair que c'est l'innovation majeure et c'est la tarte à la crème, parce qu'elle va rentrer dans toutes les niches industrielles possibles et imaginables, et tout le monde est en train de tester pour savoir où elle peut intervenir. En presse, on a une situation très particulière avec l'IA générative, c'est qu'elle pose une question de savoir si jusqu'où on laisse la main à l'outil pour générer des contenus, et est-ce qu'on doit le faire? Ouais. Ce qui veut dire qu'au milieu des discussions qu'on avait de droits voisins, d'abord de relations avec les plateformes qui viennent chercher les contenus de presse pour s'entraîner dessus, etc., il y a un autre sujet qui, à mon avis, est le sujet sous-estimé et mal abordé dans les états généraux de la presse, qui est la question que ça interroge le statut d'éditeur. C'est-à-dire que nous, la thèse, j'en discute avec le ministère de la Culture, la CPPAP, avec le GEST, ça fait partie de l'édition, on en vient d'ailleurs. C'est-à-dire que notre conclusion, c'est de dire, attention, on a un truc auquel on n'était pas préparé, c'est que il va falloir vite redéfinir clairement les termes de c'est quoi un éditeur, en quoi il peut être éligible aux aides, etc., le statut de journaliste et tout ça, parce que globalement, une situation qu'on n'a jamais imaginé qu'elle pouvait exister, c'est-à-dire qu'un contenu pouvait être produit non pas par un homme mais une machine, bah, de fait, c'est possible. Ce qui veut dire que globalement, comme je l'ai dit à la CPPAP, là, en 2024, vous pouvez avoir 200 éditeurs qui déboulent et qui disent « Moi, j'ai un journaliste qui produit 200 articles par mois ».
concrètement, c'est déjà ce qui se passe sur Amazon au niveau des livres. Ouais. Ils ont été obligés de mettre des règles pour ne pas poster plus de 10 livres par jour. C'est hallucinant, ça, effectivement. Donc, voilà. Et les gens des plateformes que je côtoie, Deezer, Spotify, ont aussi le problème des sur la musique. Sons générés sur la musique. Donc, la presse, concrètement, c'est possible. Faire un site en ligne avec 2 très longs articles par jour, ça s'achète sur le marché gris des prestations, 350 € par mois. Pour combien d'articles ? 2 articles de plusieurs milliers de mots, c'est-à-dire des articles longs. Ouais. Donc, ça n'est même pas l'équivalent du capacité de travail de 2 journalistes. C'est l'équivalent de la capacité de travail de 3-4 journalistes. C'est 350 € par mois. Donc, on a un sujet qui nous a rattrapé, qui est de dire, l'IA, c'est super. On voit tous qu'on va pouvoir l'utiliser en amont des process industriels, même d'un point de vue journalistique, ça peut aider. Mais la question ultime, c'est de savoir, est-ce qu'un éditeur de presse, dont l'économie et la nature dépendent des droits d'auteur, si on a de l'aide à la presse, c'est parce qu'on veut défendre la capacité humaine de produire des enquêtes, etc. Pas juste de produire des articles, peu importe comment ils sont produits. Donc la question, c'est, il va falloir déterminer, et on a déjà eu nous le problème, parce que je suis aussi secrétaire général du DVP, les droits voisins, donc en négociation, je ne peux pas dire les détails des négos, mais dans le cadre des discussions avec les plateformes, elles nous interrogent, est-ce que les plateformes qui réclament des droits parce que les contenus ont été réutilisés, quel est le critère d'éligibilité de ces sites ? Il faut savoir que personne n'est d'accord sur la liste de qui est éligible ou pas, c'est un des sujets majeurs. Si tu rajoutes l'IA, la machine explose. C'est-à-dire que tout d'un coup, là où tu avais 1300 en France CPPAP, si tu prends les spells, c'est-à-dire les sites de presse en ligne, il y en a un peu plus de 1300. Bon, tu peux en avoir le quintuple l'année prochaine. Mais surtout avec du contenu qui n'est pas éligible droit d'auteur. Quelle est la responsabilité sur les contenus que tu n'as pas produits ? Tu vois, le genre de questions. Donc là, il y a une question majeure qui se profile, qui suppose de se dire, est-ce qu'on redéfinit le statut d'éditeur ? Est-ce qu'on monte les règles CPPAP pour les durcir ? Et je ne cache pas que je pense qu'il faut le faire, absolument. Et de l'autre côté, le pari, c'est de dire, mais les plateformes elles-mêmes qui vont indexer des contenus d'éditeurs, elles vont pas supporter très longtemps d'indexer des contenus qui seraient produits par une machine. Bien sûr. Elles-mêmes vont avoir le problème. Donc moi, je fais le pari, même si là, tout est très compliqué sur le plan juridique, qu'au final, on va se rencontrer, qu'il y a un terrain naturel pour passer des accords avec les plateformes d'IA, etc., et les moteurs de recherche, parce qu'en fait, on a intérêt commun à définir, finalement, quelle est la bonne approche en termes de contenu, qui est traçable, etc. Eux ont besoin de garantir la qualité de leur service. Et donc, il va falloir définir le nouveau périmètre des éditeurs, et d'où la question de ce qu'on appelle la certification d'un éditeur. Donc, personne ne voulait entendre parler il y a encore 2 ans. RSF a proposé une solution de ce qu'on appelle le JTI, Journalism Trust Initiative, qui est en fait sur des critères objectifs, c'est-à-dire quasi destinés à être lus par des machines, déterminer finalement c'est quoi un éditeur, il y a une société, il y a une adresse, il a des process journalistiques de contrôle, il a des chartes, etc. Des tas de critères qui font qu'au final, on a déterminé finalement les sources d'information, on a qualifié les sources d'information. Ce qui reste à déterminer, et il y a eu la charte du monde qui était publiée hier sur l'utilisation de l'IA, c'est ce que dit Alice, c'est que nous-mêmes, il va falloir faire le nettoyage. C'est-à-dire, si on veut garantir la qualité des contenus vis-à-vis des plateformes, il va falloir nous aussi qu'on garantisse qu'on fait pas n'importe quoi avec nos contenus. Et là, il y a un truc intéressant, c'est que Le Monde, la charte, alors on l'a publié, c'est MindMedia qui l'a publié hier en exclusivité. Donc leur charte interne d'utilisation de l'IA autour de leur contenu. Que tout le monde s'apprête à dire on va utiliser dans le process de production, peut-être pour faire des titres, peut-être pour faire... c'est une chose, mais il y a 2 nuances entre le fait qu'on dit l'important c'est qu'à la fin, tout est fait sous la supervision d'un journaliste. Ça, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Ouais. Pour l'instant, de mon point de vue, il n'y a que le Figaro et le Monde qui vient d'aller plus loin et de dire que globalement, on ne produit pas d'articles, on s'engage à ne pas produire d'articles. Le Monde a utilisé le terme ex nihilo, que ce soit contrôlé ou pas par le journaliste. Autrement dit, on renonce à utiliser l'IA générative pour produire complètement des articles. Ce qui est la grande question, c'est-à-dire que je pense que les chartes, ça, c'est sympa, mais c'est ce qu'on s'interdit de faire qui a plus de valeur que ce qu'on s'autorise à faire. Donc là, on est au milieu de cette discussion-là, et est-ce que les éditeurs, collectivement, sont prêts à se dire il y a une frontière qu'on ne va pas franchir, et s'ils arrivent à dire ça, alors ça veut dire que on peut dessiner un périmètre de ceux qui le font, de ceux qui le font pas, et à l'intérieur de ce périmètre, on peut prétendre avoir des droits, parce qu'on est sous couvert de droit d'auteur. Il faut bien comprendre qu'un contenu produit par l'IA, il n'y a pas de droit d'auteur dessus.
Oui, Donc ça calme tout le monde en général, voilà. Mais d'un point de vue industriel, tous ces trucs-là, on s'y était pas préparé. Il suffit qu'il y ait un humain qui le modifie, qui le supervise pour que ça devienne un contenu humain. C'est ça en fait la difficulté. Alors, tu peux pas. Alors la question c'est jusqu'où tu vas. Et jusqu'où tu te déclares aller. Alors absolument, mais c'est pour ça qu'il va falloir s'engager et que quand le monde dit c'est pas qu'on n'utilise pas l'IA, ça fera partie des choses qui peuvent aider à améliorer la titraille, beaucoup de choses. Moi, je crois vraiment, comme l'a dit Alice, sur les bases de données, il y a plein de choses. En revanche, s'interdire, c'est pas juste signer de dire c'est l'IA qui a produit cet article, c'est de dire on s'interdit de le faire. Et je pense qu'il va y avoir une vraie question de savoir ceux qui vont jusque-là versus ceux qui vont pas jusque-là. Je lisais hier sur investing.com, qui est une plateforme où ils font de l'analyse financière et autres, faire de l'analyse financière sur les résultats boursiers. Alors, pour dire des banalités, ça va, mais quand vous commencez... derrière, il y a du conseil d'achat pour acheter. Ouais, bonne chance. T'as de la responsabilité. Bonne chance pour prendre le risque. Et l'idée qu'il y ait un type à Bac+8 qui va contrôler ce que dit l'IA, j'y crois pas un instant, puisque le but est précisément d'automatiser les tâches, certainement pas de mettre des Bac+8 derrière qui vont juste être assis devant un écran pour vérifier ce que dit l'IA. Donc, ça va ouvrir une perspective d'entrée de gamme, c'est-à-dire de sites qui vont automatiser plein de choses, mais il va falloir être très clair sur ce qu'on veut en termes de métier, d'où le statut d'éditeur. Qu'est-ce qu'on s'interdit de faire ? Alors, je dis pas qu'il y a qu'une façon de faire, hein, mais en tout cas, la question, en catastrophe, là, on est obligé de se le poser. Et clairement, on a dit, là, en 2024, tout le monde n'est pas il va falloir prendre des décisions. Tous les éditeurs sont pas d'accord là-dessus. Alors, c'est pas un désaccord, c'est que tout le monde en catastrophe est obligé d'improviser, se positionner sur ces questions-là. On interpelle la CPPAP, on interpelle le ministère de la Culture, qui ont et les niveaux sont conscience bons, au fur et à mesure. Comprennent bien. Tout le monde comprend le bazar, parce que là, ces gens sont en train de définir sur le fait est-ce qu'on peut faire payer les plateformes d'IA. Moi, je travaille déjà sur est-ce qu'on fait payer les droits voisins, qui est un sujet qu'on a déjà 2 ans d'historique là-dessus. Et on a vu le problème d'éligibilité. C'est-à-dire que le problème d'éligibilité, c'est ces sites-là, il a le droit, celui-là, il a pas le droit. Au nom de quoi ? Ces contenus sont pas journalistiques. Je vais pas rentrer dans le détail, mais la discussion, c'est ça. Alors, ça veut dire que Google aurait un avis sur les contenus qui sont journalistiques ou pas ? C'est déjà ce qui se passe. Donc, le problème, on l'a déjà sur la table. Tu rajoutes l'IA, et là, t'as une bombe, c'est une grenade dans la salade de fruits, si tu veux. Mais je pense que tout le monde, on va arriver là en 2024 rapidement. Tout le monde voit le problème. C'est un constat que tu partages, Alice, tu veux intervenir Non, mais il y a une autre question qui concerne l'IA, mais pas sur la production d'informations. Il y a sur le parcours client, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on vous pousse comme abonnement ? Est-ce qu'on vous met un paywall ? Est-ce qu'on vous relance, on vous envoie un code promotionnel parce que c'est maintenant qu'il faut s'abonner à tel site d'info ? Et donc, je pense qu'il y a quand même aussi une autre voie pour utiliser les ressources de l'IA, mais pas sur du contenu. Production. Voilà, sur comment on calibre, par exemple, sa stratégie d'abonnement. Quelle opportunité on a d'envoyer un code promotionnel. Comment on détecte le bon moment. Et ça, des sites de shopping le font déjà depuis très très longtemps, le font très très bien. Vous avez votre panier qui vous attend et hop, on vous relance et puis on vous incite, etc. Et ça, c'est des stratégies qui peuvent être utilisées pour de l'abonnement à de l'info et qui peut-être aura de beaux jours devant soi et qui peut permettre de booster un petit peu les stratégies d'abonnement actuelles sans offense à la qualité du contenu qui s'y trouve. D'accord. Donc plutôt, utiliser l'intelligence artificielle, donc non pas la générative, mais plutôt sur du prédictif, de la tendance, etc., pour améliorer le business. L'abonnement, notamment. Par exemple. Et comment vous parlez, je reviens à vos étudiants, est-ce que c'est comment vous abordez ce sujet justement de ce qu'est un contenu ? Est-ce qu'un contenu il est humain, il est machine, à quel moment, etc. Comment vous les sensibilisez là-dessus ? Je sais que vous avez fait des journées sur l'IA en décembre. Ça devait être intéressant. C'était en décembre, oui. C'était donc c'est notre conférence annuelle sur les nouvelles pratiques du journalisme. Et sans surprise, cette année, c'était autour de l'IA et de l'information. Mais en fait, on sait très bien qu'on ne sait pas tout. Donc, soit on attend dans 10 ans que tout le monde soit d'accord et on aura raté le coche. Donc, ce qu'on a décidé, c'est plutôt d'avancer en même temps que les autres. Donc là, on a développé un cours obligatoire pour tous les étudiants de M1. Les étudiants de M1, c'est les étudiants de première année de master, qui démarre d'ailleurs dès lundi, alors c'est un peu pompeux comme titre, c'est l'IA au service d'un journalisme de qualité. Et dans ce cours obligatoire, on va faire beaucoup d'expérimentation. Je pense qu'on va apprendre beaucoup
de secours. Et puis, fin avril, on en tirera des premières leçons, on verra si ça nécessite d'être implémenté peut-être d'une autre façon pour les Master 2, la deuxième année de Master. Et puis évidemment, c'est pas un cours qui va être figé, c'est-à-dire que là, on va le faire donc de janvier à avril 2024. Si on le renouvelle, janvier-avril 2025, il ressemblera pas du tout à ce qu'il aura, c'est clair. Ce qui aura été développé. Donc en fait, on est assez pragmatique. On reste modeste parce que on n'a pas la vérité et on n'a pas la bonne méthode sans doute, mais on expérimente et puis on en tirera. Et tu sens de l'enthousiasme chez les journalistes, parce que là on parlait justement de charte qui est plutôt pour répondre aussi, j'ai l'impression, aux craintes de journalistes ou de ceux qui produisent des contenus, de se dire on va être remplacé, etc. Est-ce que chez les jeunes générations, il y a plutôt de l'enthousiasme? Moi je suis plutôt toujours un peu enthousiaste, donc je me dis c'est vraiment cool, il y a plein de choses à faire. Moi je me dis qu'au contraire c'est une opportunité géniale de remettre de l'humain au centre, de la certification au centre. Donc ça, c'est la version positive de l'histoire. Mais c'est vrai qu'on peut pas mettre la tête sous le tapis et se dire ça va se résoudre tout seul. Non. Donc il y a un vrai appétit pour comprendre les enjeux, comme dans le temps, il y avait un appétit pour comprendre les transformations numériques, le fonctionnement des algorithmes, etc. C'est, je dirais, un peu la même chose. Et pour être un bon journaliste, autant être aussi bien informé du contexte et de l'écosystème dans lequel on va évoluer. Ouais, clairement. Je vais nuancer un peu, mais dans le sens où, tout à l'heure, je parlais on rentre dans la désillusion. Pour moi, les premiers retours en termes d'IA générative, des rédacs, sont pas si impressionnants. Magique. Enfin, ils sont tout ça pour ça, presque. Disons que quand tu le fais, au début, il y a un effet wow, tu dis ah oui, d'accord, le résumé, c'est super. Puis quand tu lis, tu commences à voir qu'il y a des détails qui vont pas. Et je me souviens quand tu commences à réaliser que quand l'intelligence artificielle n'a pas la bonne réponse, elle se met à l'inventer. Ouais. Là, n'importe quel journaliste, il a la sueur froide. J'allais publier ça. Et il se dit, waouh, ah oui, en fait, non. Et comment se développer l'idée que surveiller ce que fait l'IA, c'est sympa, mais ça finit par prendre plus de temps. Donc, en fait, il y a une forme de désillusion. C'est-à-dire que tout le monde, finalement, se dit, on va pas lâcher le guidon. On peut pas laisser l'IA tout faire. Ça tombe bien. Finalement, à l'intérieur des rédacs, le fait que du côté des équipes techniques, du côté du process de fabrication, il y a plein de choses qui peuvent être faites. C'est plutôt ça qui va pouvoir s'imposer rapidement parce que ça va améliorer la productivité et les équipes voient bien que ça facilite le travail. Ouais. Et je pense à peut-être le travail de secrétaire de rédaction, etc. Bon, après, on est dans un climat de tension parce qu'on est dans un climat de réduction des effectifs partout. Et il est clair que la recherche de productivité est légitime, mais si c'est pas les équipes qui se saisissent elles-mêmes des outils, il y a un climat où tout le monde se dit oui, on va être remplacé. Et je veux dire, on sait déjà depuis 2-3 ans, je prenais le secteur des traducteurs, ils ont été laminés. Ouais. Laminés. Donc c'est pour ça que il y a cette ambivalence. Mais rappelez aussi qu'il n'y a pas de miracle et les journalistes, pour le coup, en testant en IA générative, se disent non, ça ne va pas remplacer un journaliste qui écrit un article. D'où le balancier est en train de revenir. C'était un peu ça au départ, le truc de hype, effectivement. C'est qu'il y a un an, on pouvait se dire allez, dans 2 ans, mon métier n'existe plus, etc. Là, on est quand même en train de voir que, en fait, ça fonctionne pas si bien que ça. Il y a beaucoup d'hallucinations et que c'est très bien autour pour aider le journaliste, l'augmenter sur tout ce qu'il y a dans le workflow, mais que la pure production de contenu, on n'y est pas. Surtout, n'oublie pas un truc tout bête, mais on s'en souvient très rapidement, c'est que la particularité quand tu es éditeur de presse, c'est que tu as la responsabilité de ce que tu produis au sens juridique. Alors que dans le monde des plateformes, un juriste ne serait pas content que je dise ça, mais ouais, tu héberges. Et donc en fait, c'est dans un monde de flux, peu importe ce qui passe dans les tuyaux, mais il faut que ça dépote. Voilà. Donc en fait, quand tu réalises qu'il y a un risque juridique et qu'il y a que toi qui le prends dans l'histoire, ouais, c'est ça. Ça va servir un petit peu de. Ça va refroidir. Ça va refroidir. Et d'ailleurs, les grandes plateformes d'IA ont commencé à vouloir garantir à leurs clients le risque de droits d'auteur et tout ça. C'est pour ça que moi, c'est un des calculs, c'est de dire, mais elles sont obligées de garantir la qualité de service et le risque juridique à la sortie. Ouais. Et donc, il va falloir le garantir en amont. C'est pour ça que je pense que c'est obligé d'avoir des accords avec les sites de presse. C'est obligé, ne serait-ce que pour garantir la notion de qualité. Parce quand dans le monde du contenu, t'es rattrapé par la question de la responsabilité juridique. Ils se tiennent, en fait. Mais c'est nous les dingues. On est les derniers dingues dans un monde du numérique, être assez con pour avoir la responsabilité juridique de ce qu'on produit. Mais c'est ça un éditeur. En fait, c'est ça la question de l'éditeur. Ouais.
Mais c'est bien formulé, c'est important. Et j'aime bien quand même rappeler cette dépendance quand même de ces plateformes, encore une fois, aux producteurs de contenu. C'est sans un contenu vérifié, etc., tu peux pas les alimenter et ça dégrade leur qualité de production. Alors ça, c'est ce qu'on est en train d'argumenter, de dire, parce que elles le savent, les plateformes. Alors, elles le savent, mais on sort d'une phase où ils disaient, bon, on n'a pas besoin de vous êtes des petits rigolos, on n'a pas besoin de vous. On a fait travailler au geste des gens qui sont spécialistes de l'IA, et le but est quand même d'argumenter. Le ministère de la Culture nous aide. Enfin, arrêtez les bêtises. Bien sûr que vous avez besoin de nous. Après, il y a une question on n'est pas seul au monde non plus. On a bien compris le message, mais dans un raisonnement où elles vont avoir besoin de se spécialiser, etc. Parce que c'est ça, là, on vient de sortir de la phase les IA générales. Maintenant, on va parler d'IA hybrides qui sont spécialisées sur des métiers et des secteurs. Ouais. Celles-là, elles vont avoir besoin d'apprendre. Vous faites ça dans la médecine, vous découvrez très vite qu'il y a pas de source, il y a très peu de sources ouvertes en médecine. Donc, il va falloir les éditeurs professionnels fermés. Voilà, fermés. Il n'y a pas de trucs qui traînent et tout ça. Donc, le jour où tu as l'industrie pharmaceutique comme client, tu vas pas t'excuser tous les mois que tu as fait ton machine learning sur des sites anti-vax, tu vois, il va falloir voilà. Donc tout ça va se réguler un petit peu, mais encore une fois toujours se rappeler que nous on est dans l'ensemble de l'écosystème, on est les dingues qui avons la responsabilité juridique de ce qu'on produit, et on est prêt à le faire. Donc c'est ça qu'on vend finalement, c'est une forme de garantie. Ouais. Donc ça va être quand même à 2024, on va vraiment continuer de parler de ça et puis de préciser un peu les rôles et peut-être trouver des accords avec les plateformes pour se faire rémunérer. Voilà, la difficulté étant quel véhicule juridique le justifie. Et là, bon, je ne veux pas saouler dans le cadre du podcast, mais c'est une question dans la question. Et on est là-dedans. En fait. Et vous êtes là-dedans. On suivra ça avec attention. Autre sujet qui est important, alors je mettais un sujet super sexy, merci Emmanuel, c'est la pub, les innovations dans la pub, avec un grand shift, la mesure de la publicité, avec donc l'attention, la mesure de l'attention. Qu'est-ce qui va changer concrètement pour les éditeurs et les plateformes? Alors c'est plus un sujet Emmanuel, mais Alice, tu peux aussi réagir après dessus sur ce changement un peu de paradigme quelque part. Ouais, ben moi, enfin encore une fois, mon focus c'est les modèles économiques, et en général quand on parle d'innovation, moi ma position c'est de dire bon, le sous-bassement économique malheureusement c'est lui qui décide des investissements et des directions, donc je veux pas minimiser les créateurs, mais il faut toujours interroger les sous-bassements. Là, la pub en numérique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est devenu un truc boursier. C'est voilà ce qu'on appelle le programmatique, c'est-à-dire que c'est de l'achat semi-automatisé, etc., d'algorithmes. Bon, donc le problème qu'a le marché, c'est que on est sur des critères lisibles par la machine de visibilité de la pub, etc. C'est des tas de paramètres qui font qu'à la fin, on accepte ou pas d'acheter à un certain prix. C'est plus des négos à table où on signe un contrat à la fin. Tout ça, alors ça revient, mais voilà. Mais faut savoir que c'est ça le problème. Le gros volume des médias, l'effondrement, voilà. Donc il manque des critères de qualité. Parce qu'on peut un peu tricher avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des algorithmes. On trichait avant aussi, mais c'était d'autres sujets. Mais disons que là, c'est des machines qui se parlent. Ouais. C'est pour ça que tout est algorithme, c'est pour ça que l'IA va aussi bousculer tout ça. Mais un des problèmes, c'est que finalement, là, en 2024, c'est la télé qui va découvrir... la presse, elle a déjà été bouffée, c'est du numérique, etc. La télé va découvrir ça. Donc là, il y a un sujet en ce moment où la télé, elle accepte d'aller en numérique, c'est-à-dire qu'on va acheter des pubs sur TF1 et tout ça, comme on le fait sur Netflix, en programmatique. Mais elle découvre, moi je veux bien le faire, mais moi je voudrais qu'il y ait des critères de qualité qui sont quand même un peu différents de ce qu'on appelle la visibilité, c'est-à-dire prouver techniquement qu'une pub est visible parce que c'est un petit carré sur un écran, c'est sympa. Mais moi, j'ai autre chose à dire sur la qualité du visionnage de l'écran, la relation au lecteur, et tout ça. Donc, ça suffit pas. Et donc, l'année 2024, le marché va tester ce qu'on appelle la mesure de l'attention. C'est de rajouter, en fait, des critères qui vont consister à mesurer avec des études de eye tracking, plein de critères. Mais le but, c'est de scroll. C'est de restituer. Parce que à partir du moment où c'est des machines qui achètent, tu comprends la difficulté. Ouais, je vais pas te convaincre toi qu'un support est bien. Il faut convaincre la machine avec des critères mesurables. Voilà. Donc on va réintroduire des critères d'attention, c'est être capable de mesurer finalement la qualité de la relation d'audience avec un programme, avec que ce soit la télé et tout ça, parce que les critères historiques de la pub programmatique ne suffisaient pas. Donc ça, c'est un des enjeux de 2024 qui intéresse beaucoup l'audiovisuel, mais comme on peut plus mesurer avec les cookies qui disparaissent et tout ça, la mesure de l'attention est peut-être en train de devenir un nouveau métrix qui va s'imposer à tout le monde. C'est-à-dire qu'on avait des mesures on va dire, de performance, comme on dit. Ouais. Et ben, on veut des mesures de qualité en plus. Et donc, tout le monde va expérimenter des mesures pour en faire un standard. L'un des enjeux, c'est d'en faire un standard. Qui va gagner, qui va perdre là-dedans?
Alors franchement, on ne sait pas, mais comme on n'est plus dans une situation où tout le monde a beaucoup perdu avec les critères d'automatisation, parce que ça veut dire qu'un site premium, il est acheté dans les mêmes conditions qu'un site de junk, d'articles général qui fait n'importe quoi. Ouais. C'est pour ça on est allé trop dans l'extrême, et depuis quelques années, on revient là-dessus, c'est-à-dire que les annonceurs ont besoin d'avoir un avis sur les supports sur lesquels la pub passe. Donc mais en termes de machines, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Oui. Il faut que ce soit des machines qui analysent, donc on a de plus en plus d'outils pour analyser les contenus, pour analyser les supports. L'environnement, la qualité des contenus. Absolument. Alors, c'est pas dans le sens un article est meilleur que celui de son voisin, mais dans le sens il est long, les gens restent, donc il y a des critères objectifs, lisibles par une machine, qui permettent de dire, il y a un support, il est plus sérieux que le voisin. Et finalement, voilà. Donc ça fait partie des choses qui sont très attendues, parce que comme les cookies et le ciblage sur données personnelles ne suffit plus, on est en train de revenir à des formes finalement de technologie qui permettent de redonner des avis sur les supports. Ce qu'on appelle, ça s'appelle le media planning. En fait, on retrouve des critères de media planning, mais il faut juste comprendre que pendant 15 ans, là, on sort d'une période où on a fait de l'audience planning. C'est-à-dire que la promesse aux annonceurs, c'était de dire, peu importe où ta pub va tourner, comme tu arrives à cibler les cookies des uns des autres, c'est les gens que tu vas trouver. Et on va te permettre de les cibler n'importe où. Et en fait, on revient à un système un peu d'avant. Elle a sifflé la fin de la récré. Ouais. Et finalement, il faut réintroduire de l'intelligence. Donc, on est dans cette phase-là. L'intérêt, c'est de refaire monter les prix de la pub, évidemment, parce que là, on est quand même très bas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a quand même une crise majeure. Tout a été tiré vers le bas. Voilà, c'est un des problèmes. Ça ne paye plus le journalisme. Il faut être clair. Voilà. Or, il y a un enjeu d'avoir des médias gratuits quand même, parce qu'une grande partie de la population ne s'informe pas avec des médias payants. Ou n'a pas les moyens, etc. Voilà. Donc, gros enjeu. Alice, tu partages ce constat, ce shift un peu sur l'attention. C'est quelque chose que tu sens et que vous transmettez aux étudiants? Nous, ce qu'on leur dit, et ça provient de l'étude à laquelle je participe pour la France, l'étude du Digital News Report. Et en fait, c'est un peu plus grave que la désinformation, ou le non-accès à des sites d'information payants, c'est l'évitement de l'information. Ouais. Dans l'étude qui est sortie donc l'année dernière, et la prochaine de 2024 arrive bientôt, il est dit clairement que on a une part non négligeable en France de personnes qui, lorsqu'ils rentrent par exemple dans une salle d'attente où figure un écran qui diffuse de l'information, ils ne rentrent pas dans la salle d'attente. Donc l'évitement, c'est l'évitement de lieux où se trouvent des vecteurs de l'information, typiquement un écran ou une source d'information audio, etc. Vous avez aussi, donc ça c'est physique, vous avez aussi ceux qui évitent l'information, par exemple en séquencé, c'est-à-dire qu'ils acceptent, je dis n'importe quoi, entre 8h et 9h du matin de s'informer, mais ensuite ils font des pauses plus ou moins longues. Et donc, on a comme ça une information très séquencée. Et vous avez plein de stratégies comme ça qui concernent donc ce grand évitement informationnel. Et donc, c'est pas évident tout ce que dit Emmanuel dans le contexte où non seulement les gens sont désinformés, mais en plus évitent l'information. Ouais. Voilà. Alors, c'est la partie moins optimiste de mon discours, mais c'est un vrai énorme défi de reséduire, si je peux employer ce terme, ou en tout cas de redonner confiance et de remontrer la nécessité. C'est indispensable d'être correctement informé dans une démocratie éclairée pour qu'on n'ait plus ce séquençage de l'évitement ou cet évitement absolu dans certains cas. Ça c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement je te vois, il y a des pistes quand même. Est-ce que c'est alors ce que tu disais peut-être du New York Times mettre en avant, mais bon, ça n'empêche pas le côté anxiogène de la news. Est-ce que c'est trop d'informations, trop d'offres surabondantes? Est-ce que c'est le contexte de guerre en ce moment, etc. Oui, mais en fait, ça date aussi de la crise des Gilets jaunes. Ouais. Ce sont des reproches qui ont été faits aux journalistes de ne pas aller assez sur des terrains ruraux, de rester en Île-de-France, de ne pas prendre le temps de comprendre vraiment la situation de chaque témoin, de passer à côté, de poser 4 questions, puis de repartir. Ouais. Voilà, donc c'est... je veux dire, en dehors de l'univers numérique, il y a un vrai travail à faire qui est long et qui nécessite effectivement beaucoup de terrain, beaucoup d'observations, de sortir ses antennes et d'accepter d'expliquer son travail.
sans quoi la population ne vous parle plus. Et effectivement, c'est toujours les mêmes, toujours les mêmes qui sont interviewés. Et ça crispe. Ça crispe. Et donc, ces gens-là sont pas prêts de s'abonner. Et donc, effectivement, juste pour rejoindre, effectivement, donc ça peut être que du gratuit avec de la pub. Donc, en plus, si tu as des mauvais environnements, tout ça n'est pas facile. N'est pas facile. C'est pas facile. Mais tu vois, par exemple, tu prends un quotidien généraliste, il va payer peut-être un correspondant en Ukraine en ce moment. Ouais. Il y a l'argent des abonnements qui paye tout ça. Il y a de la pub parce qu'en fait, tu peux même quand t'as de l'abonnement, t'as besoin de pub pour payer le reste. Enfin, la pub, faut pas croire. Et c'est plutôt sain. Moi, je trouve ça. Et c'est, en tout cas, ça complète. Voilà, ça fait partie du financement. Ce qui a changé en 30 ans, c'est que là, dans le mode d'achat publicitaire numérique, en supposant que tu es signé, alors tu signes plus des campagnes, mais on va dire, il y a quelqu'un qui estime qu'il va dépenser une campagne, 100 000 € de campagne de pub sur ton site. Il y a 30 ans, c'est signé, on délivre la pub et on a un chèque de 100 000 €. Là, maintenant, on va commencer à délivrer la pub et il y a des outils par-dessus qui vont dire « Ah oui, mais je vois qu'il y a des articles qui parlent de l'Ukraine, c'est la guerre, et donc la pub, là, on va la bloquer, on va pas la passer. » C'est pas l'éditeur qui fait ça. Ouais, c'est toute la machinerie derrière, ce qu'on appelle la brand safety, ou plus que ça, qui va dire « Mais moi, je vais accepter que la pub ne passe, même si l'accord, tu vois, est signé, que sur les pages où, bon, ça me va, etc. » Ce qui fait que tu peux te retrouver avec une campagne qui, à la fin, n'est pas délivrée. Ou qui va durer. Le problème est très simple pour les éditeurs. Soit tu arrêtes de couvrir les zones de guerre et tout ce qui est anxiogène. Parce que certains, c'est un c'est une tendance. Ça. Voilà, mais c'est pour ça que c'est une tendance de toujours d'éviter les sujets anxiogènes, de les réduire, et d'autres qui se positionnent au contraire sur les sujets. Mais donc il y a un problème d'appauvrissement et de financement de la presse, et c'est pas parce qu'on est 100% payant qu'on y échappe. C'est genre un journal comme Le Monde ou tout ça est obligé d'avoir du financement aussi publicitaire. Ouais. On va quand même essayer de trouver des trucs cool à dire en 2024. Là, on termine sur des choses un peu négatives. Si vous deviez avoir un conseil pratique et concret à donner à un éditeur en 2024, Alice. Un éditeur? Ouais, un éditeur, un média. En tout cas, tu rencontres, il te dit, allez, je fais quoi en 2024? C'est quoi mon gros focus? Honnêtement, notre force, quand on est journaliste, c'est l'humain, c'est la rencontre. Là, tu es en train de nous poser des questions. Ouais. Qu'est-ce qui fait que l'échange va se tenir et qu'on va rester avec des informations le plus intéressantes possible, le plus de couleurs, le plus d'atmosphère, et qu'on soit en immersion dans un récit. Ben voilà. Donc, c'est sortir et rencontrer honnêtement, moi, ce qui me donne confiance, c'est que je vois pas comment aujourd'hui une IA crée ça en 2024. Ouais. Donc, la chance qu'on a, et les étudiants qui font du journalisme, ils sont vraiment talentueux et ils le savent, c'est redonner de la force aux liens, expliquer ce métier pour une information de qualité. Alors, c'est vraiment pompeux de le présenter comme ça, mais c'est un truc c'est un travail de fond. L'humain, c'est pas la même chose en termes de récit, et puis de attraper l'attention pour revenir sur le sujet plus d'Emmanuel. Pour l'instant, on n'a pas trouvé une meilleure façon que de savoir correctement écrire et d'entraîner son lecteur en faisant une progression dans l'information. Bah, à ce paragraphe-là, j'apprends ça. À celui-ci, j'apprends ça. Et c'est pas évident que ça soit automatisé à ce point quand on est en immersion dans un récit. Ouais, c'est clair. Ça nous donne de l'espoir. Ouais, ça donne de l'espoir. Emmanuel? Ouais, en complément, moi, je vois passer tous les ans des dizaines, enfin, entre 50 et 70 projets de médias. Donc, j'en ai vu des centaines depuis quelques années que je vois passer parce qu'on me demande de les étudier. Je suis assez frappé du faible nombre qui prennent le temps de définir une vraie ligne éditoriale. Mais que ce soit un petit projet de site ou un très gros, je dirais la même chose parce que je suis aussi consultant pour des très très gros nationaux. C'est que on sort d'une période avec tout le monde s'est dispersé sur les réseaux sociaux, etc. Le problème, c'est que maintenant, un média, t'as ton contenu sur ton site ou sur ton édition papier, mais tu vas aller à diffuser des choses aussi sur TikTok, sur Facebook, etc. Et plus tu es dilué au milieu de tas de contenus, plus le problème de l'identité, c'est finalement de se dire je vois un truc BFM ou je vois un truc Ouest France ou un truc Le Monde est fondamental. Donc travailler le positionnement éditorial et se donner vraiment de se dire un objectif éditorial, un positionnement éditorial, de travailler ça, une proposition de valeur, exactement ce qu'on appelle la proposition de valeur. C'est bateau comme conseil, t'es d'accord, mais
Mais tu n'imagines c'est pas. l'étoile du Nord. Hein, tu n'imagines pas le nombre de projets qui négligent ça parce qu'on pense que le bon journalisme se suffit à lui-même et que les contenus intéressent. Bah non, parce que tu n'es pas tout seul. Donc, premier conseil, de revenir aux fondamentaux, parce que des fois, il faut changer cette identité. Mais en gros, travailler l'identité, parce que voilà, dans l'écosystème où vous êtes un au milieu de 10 000, il faut que vous soyez reconnaissable avec une proposition de valeur qui soit claire. Et la deuxième chose, c'est plus sur la distribution. Ça va chauffer sévère au niveau du SEO et de l'audience. Les éditeurs ont déjà perdu le trafic des réseaux sociaux. Si demain ils perdent avec le trafic, l'IA, des il y a un moteurs de problème, recherche. on n'a pas le temps de détailler, mais sur les moteurs de recherche. Alors là, ça touche 40 à 60% de l'audience. Ouais, j'ai fait un épisode avec Yuka Voilà, où donc on ça, parle c'est des chaudard. SGE, Et d'ailleurs, je crois que je l'ai entendu. Bon, la conclusion de tous les experts du sujet, c'est de se dire, bon, à défaut d'autre chose, de trouver un miracle, il va falloir travailler les relations directes, tout ce qui permet une relation directe avec le lecteur. Alors, les WhatsApp et compagnie. Là, à court terme, à chaud, c'est les seuls conseils qu'on peut donner. WhatsApp. C'est une relation directe. Ben voilà, avec alors les votre newsletters, audience. voilà, tout ce qui permet de dire au moins j'ai la relation directe, j'ai son numéro de téléphone, j'ai son email, j'ai son chat, je peux communiquer Et même directement si c'est petit, en top il des faut priorités. démarrer. Voilà, et il faut au top des priorités parce qu'on vous faites plus confiance aux réseaux sociaux, vous faites plus confiance. Voilà, là ça va chauffer sévère, ce qui veut dire que pour moi d'un point de vue économique, la conséquence de ça c'est qu'il y aura une perte d'audience, mais surtout il va y avoir même ceux qui sont payants, ça s'appelle la hausse des coûts d'acquisition. C'est-à-dire que si tu veux recruter des abonnés, il va falloir d'une manière ou d'une autre payer ou passer plus de temps pour aller les chercher. Si les gens ne te découvrent plus, comment tu vas chercher tes futurs abonnés? Tous ceux qui sont anciens comme moi, qui ont connu la période avant Google, savent très bien ce que ça veut dire. Tu as eu du contenu gratuit pendant 20 ans, et là, tu vas redécouvrir qu'il faut payer pour aller le chercher. Et ça veut dire coût d'acquisition élevé. Ce qui, d'un point de vue de tendance, c'est pas très bon parce que la trésorerie des journaux est pas très bonne, mais c'est ceux qui ont les moyens de financer finalement des actions marketing qui vont s'en tirer et vont racheter les autres. Mais voilà. C'est pas drôle, hein, mais... Non, c'est pas drôle, mais c'est très juste et c'est quelque chose que j'essaye de dire souvent aussi sur Mediarama. Il faut avoir la relation avec son lecteur, avec son futur abonné, ses audiences. Et effectivement, tu parles de WhatsApp, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. D'ailleurs, il y a un groupe WhatsApp Mediarama. N'hésitez pas à le rejoindre. Et je pense que c'est important, ou être un média de niche. Ça aussi, c'est vrai que c'est une bonne manière, quelque part, pas être spécialisé, média de niche spécialisé, où tu as une voix un peu unique et auquel cas les gens viennent te chercher son affinité, etc. Mais c'est vrai qu'un média généraliste, si t'as pas une proposition de valeur très claire, c'est dur. T'as ouvert ta chaîne WhatsApp. Ouais, est-ce que t'es pas inquiet de l'encombrement sur WhatsApp? Si, clairement, j'ai du mal à donner ce conseil-là, honnêtement. Oui, alors après, ça coûte rien. Non, ça coûte un peu d'animation, un peu de temps, mais tu te dis quand même, d'un coup, t'as les numéros de téléphone des gens de ton audience. Alors moi, ça reste très niche, etc. et on est entre nous. Mais oui, en fait, en tout cas, c'est un bon conseil. Je pense qu'on ne peut plus dépendre... Pour le moment, l'enfer des notifications, quand même. T'en es bien conscient. Ouais, mais non, excellent. Puis ça a des limites. Par contre, si on veut faire une vraie communauté, les chaînes, en fait, là, t'as plus de notifications, tu sais, sur WhatsApp, etc. Mais c'est effectivement des bons conseils. Alice, est-ce que il y a des médias à suivre en 2024? Alors, c'est pas un média, mais moi, j'adore le 10 Downing Street qui a lancé sa chaîne WhatsApp. D'accord, tu vas là, il y a quelques jours, c'est très drôle. C'est vrai, le ton, ils ont fait ça bien, donc on peut la rejoindre. J'essaierai de mettre le lien là-dessus. Franchement, pour moi, c'est une expérience éditoriale intéressante. Alors évidemment, hein, c'est pas produit par des journalistes, et donc vous saurez d'où ils parlent. Mais je trouve que dans le récit, le format, la rythmique, il y a des choses peut-être dont on peut s'inspirer. Ouais, c'est ce côté, moi je trouve, où tu peux réagir comme ça, je trouve ça assez fou quand même, cette relation un peu directe, et c'est vrai que je pense qu'on va en voir beaucoup en 2024. Emmanuel, de ton côté, est-ce qu'il y a des médias, tu vois tous ces projets sortir, tu dis, est-ce qu'il y en a qui sont sortis et qui réussissent quelque part, que tu voudrais mettre en avant? Moi, je suis conservateur, j'aime toujours Axios. Moi, ça marche. Désolé, il est pas né hier, mais voilà, pour moi, c'est une valeur sûre. The Information. Et peut-être, alors je sais plus quand ils ont été créés, mais le Grand Continent. Parce qu'on est quand même au bord de la guerre, je vous rappelle tous, hein, parce que là, pour moi, on est hors sol, on est dans les discussions lunaires, et je trouve qu'il y a une émergence là de plein de sites qui parlent de géopolitique. Je sais pas si c'est une tendance, mais j'en vois plein. Bon, le Grand Continent, ils sont installés depuis un peu
plus de temps. Mais je dirais que, tu vois, voilà, bon, moi, c'est mes lectures, c'est pas les plus marrantes ni les plus sexy, mais valeur sûre, je dirais Axios, ça reste un modèle pour moi en termes d'écriture et tout. Je sais que c'est très discuté. Ouais. Mais j'aime bien, ils vont droit au fait, c'est du, alors c'est du B2B presque. C'est bien édité. C'est bien édité. On a fait le site du Grand Continent. C'est vrai? Ouais. Ah, je savais pas alors. Non, je sais bien. C'est pour ça que ça me fait encore plus. C'est du placement produit. Ça me fait encore plus plaisir, évidemment. Et alors moi, j'ai découvert un petit média avec qui j'ai enregistré un petit média pour les jeunes, comme on dit, qui s'appelle Views. C'est en France et c'est assez gros. Alors c'est plus petit qu'un Combini ou qu'un Bouscapé, mais très puissant sur les réseaux sociaux, sur le lifestyle. Alors c'est un peu encore différent, mais ils ont vraiment bien réussi sur le social, ils ont une communauté qui est hyper affinitaire, ça se développe très très vite et donc voilà, il y a quand même encore des belles choses et des belles histoires de médias à raconter. Donc je pense qu'on s'ennuiera pas sur Mediarama en 2024. Alice, Emmanuel, merci pour votre temps. C'était un vrai plaisir de vous avoir sur ce sujet. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis on verra tout au long de l'année si ces prédictions, ces tendances se vérifient. Et, bon, je pense que sur l'IA, on continuera d'en parler. Je pense pas on est parti pour 10 ans. On est au minimum. En tout cas, encore merci et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.